21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Nous allons téléphoner au docteur Jean-François Damour, qui est donc angiologue. Et c'est vrai que angiologue, c'est une, je dirais, des pratiques importantes également dans le domaine de la Covid, puisque on a vu qu'il y avait des problèmes sur la circulation sanguine, et en particulier que la Covid pouvait amener également des embolies pulmonaires et plein d'autres choses importantes. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir un médecin. Jean-François Damour est avec nous, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Nous sommes donc en direct sur une émission citoyenne qui s'appelle La Nuit Écoute avec Agnès. Oui, bonsoir Jean-François. Bonsoir Agnès, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Bon. On a des commentaires évidemment importants qui nous viennent d'un petit peu partout en France. Là, on a un message de Christian qui est dans la région d'Annecy. Les gens sont paumés, Jean-François, aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe déjà sur le domaine de cette Covid. En préambule de cette émission et de cet appel, je faisais référence au fait que vous ayez vous-même contracté ce virus. Vous avez été surpris de ce qui vous est arrivé par rapport aux symptômes que vous avez eus? Disons que oui, on est toujours surpris quand on est touché par ce genre de maladie. Donc ça a été assez brutal. La maladie est apparue un lundi soir ça a commencé par des maux de tête, de la fièvre, et puis alors après, progressivement, en quelques jours, ça s'est intensifié. Donc au bout de 4-5 jours, il y avait vraiment une fatigue extrêmement profonde. C'était vraiment un épuisement. Et puis donc des douleurs articulaires un petit peu partout, diffuses. De la fièvre et puis des maux de tête. Mais bon, ça dépend. Chacun a des manifestations qui sont très variables. Ça peut être simplement des troubles digestifs. Au départ, on disait que c'était simplement de la fièvre et de la toux. Moi, je toussais pas plus que d'habitude. J'avais une petite toux de temps en temps, mais rien d'extraordinaire. Donc, c'est vrai que cliniquement, ça peut être très très varié. Bon, il y a la perte de goût et de l'odorat, qui est vraiment caractéristique de la maladie. Et sinon, tous les autres symptômes, ils peuvent se manifester dans beaucoup d'infections. Mais en ayant des patients, depuis l'arrivée de cette Covid-19, vous avez quand même échappé à ce virus jusqu'à cet été quand même. Oui, tout à fait. Oui, j'ai même fait le tri de patients. Donc, comme je travaille en clinique, toute personne qui est rentrée à la clinique pendant la forte période d'épidémie, donc cet hiver, j'étais amené à voir donc à longueur de journée des gens qui étaient porteurs du coronavirus. Et donc là, je l'ai pas attrapé, mais j'étais très équipé avec bien sûr le masque, des surblouses, des grandes lunettes, et donc puis aussi un bonnet pour la tête, ce qui faisait que l'isolation était quand même assez importante, et donc ça m'a permis d'échapper au virus à cette période-là. Et donc vous l'avez attrapé dans le cercle familial? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, c'est là où c'est dangereux, c'est quand on enlève son masque. Donc là, il n'y a plus de protection, et donc là, le virus peut circuler beaucoup plus facilement d'une personne à l'autre. Alors c'est très compliqué de gérer un petit peu tout ça. Par exemple, on peut être choqué par les campagnes de publicité qui laissent à penser aux plus jeunes que ce virus est évidemment foudroyant et très dangereux. On a eu le témoignage tout à l'heure d'un auditeur qui nous expliquait que son fils de 8 ans a été déclaré positif, et que quand il l'a appris à son fils s'est mis à pleurer en sanglots pour dire à son père: alors je vais mourir. Et je reviens également sur ces campagnes de publicité où on vous laisse comprendre que vous mettez en danger évidemment les plus âgés. Dans la publicité télévisuelle, là, on se retrouve avec une grand-mère à la fin qui est hospitalisée. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous trouvez que ce mode de communication est précisément ce qu'il faut faire pour sensibiliser les gens? Alors c'est peut-être un peu violent. Alors l'exemple des enfants en bas âge n'est peut-être pas le meilleur exemple, puisque normalement ils sont très peu contaminants. En revanche, pour les adolescents ou les jeunes de 20 à 25 ans qui sortent et qui voient beaucoup de monde, donc c'est eux qui sont les plus dangereux pour leurs parents ou leurs grands-parents. Donc il faudrait plus insister sur cette tranche d'âge, en sachant que ils se croient
ils se croient protégés de la maladie. Alors certes, ils font moins souvent la maladie, et heureusement, c'est des formes moins graves, mais il y a eu quand même quelques morts parmi les jeunes, en sachant que, la grande majorité des gens, c'est des gens qui ont plus de 65 ans, voire plus de 75 ans. Les gens qui sont décédés, donc ils ont, je crois que c'est 85% des cas, ils ont plus de 75 ans. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens donc de tranches d'âge beaucoup plus jeunes qui peuvent être touchés, qui peuvent également aller en réanimation, voire décéder. Et c'est compliqué. C'est vrai parce qu'on regardait avec Agnès. C'est extrêmement compliqué, bien sûr. Oui, c'est compliqué. Là, on regardait en fait les messages qui arrivent en ligne en même temps. Sans parler de théorie du complot, est-ce que on peut imaginer que ce virus aurait été fabriqué? On pose la question. Alors justement, j'ai regardé il y a quelques jours une vidéo sur le sujet, et apparemment, techniquement, ça aurait pu être fabriqué, mais la spécialiste qui parlait de ça avait dit que si ça avait été réellement fabriqué et qu'on avait voulu être vraiment méchant, on aurait fait autrement. Donc pour elle, a priori, c'était pas fabriqué, mais techniquement, ça aurait été possible que ça soit fabriqué, en effet. Parce que ça aurait pu être plus méchant, ce qui laisse entendre que la Covid-19 n'est pas si méchante que ça. Elle est quand même méchante, mais on aurait pu faire comme des, il y a des virus comme Ebola ou d'autres virus qui sont beaucoup plus dangereux, et où il y a des morts dans un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc, si ça avait été fait pour nuire, on aurait pu fabriquer le virus de façon différente. Une question importante également, Jean-François, après on va parler de votre implication en particulier sur, je dirais, le droit de la santé, et pour le grand public, on reparlera ensemble dans une poignée de secondes de la carte dévitalisée, parce qu'il y a des choses qui peuvent choquer nos auditeurs sur ce que le gouvernement prépare à garder dans des tiroirs. Mais avant cela, en ce qui concerne effectivement ce virus dans le cadre de cette Covid-19, bon, admettons, on dit que ça n'a pas été créé, ça aurait pu être beaucoup plus méchant, on voit ça dans des séries, on voit ça dans des films, bon, ok, très bien. Maintenant, lorsque quelqu'un se fait tester, je vais vous donner un exemple concret. On a un monsieur qui a un certain âge, qui doit se faire opérer de la cataracte, et on lui dit avant cette opération qu'il doit effectuer un test, d'accord, en PCR. Donc le test PCR est positif, et donc il est mis en quatorzaine, en septaine maintenant, d'accord. La question qu'on nous pose, c'est cette personne qui a plus de 80 ans, on lui a demandé d'aller se faire tester parce qu'elle devait avoir une intervention chirurgicale. Donc on lui donne à un instant T l'obligation de se faire tester, d'accord ? Mais s'il n'avait pas eu cette intervention, il ne se serait pas fait tester et il est asymptomatique. Ce qui veut dire qu'il a pu être positif il y a déjà 15 jours, 1 mois, 2 mois, avoir été contagieux à un instant T sur une période de 7 ou 14 jours, et au moment où il se fait tester, là on l'isole alors qu'il est asymptomatique. Il y a un problème de gestion sur les résultats des tests. En fait, on ne sait pas si la personne est contagieuse. On ne sait pas en effet si la personne est contagieuse, mais disons que c'est un argument pour penser qu'elle peut l'être. Et donc, il est logique de reculer l'intervention. Si c'est une personne donc qui est âgée, si le virus qu'on a prélevé donc était ancien, normalement, elle aurait dû faire cliniquement, elle aurait dû avoir des symptômes. Donc, on peut penser chez quelqu'un d'âgé chez qui on trouve du virus, on peut penser qu'il est en phase d'incubation et que justement le risque c'est qu'il développe la maladie. En moyenne, c'est entre 3 et 5 jours après le contact, mais ça peut aller jusqu'à 14 jours. Jusqu'à 14 jours. Et donc il peut être contagieux combien de temps après ? Alors ça c'est une bonne question. Il est contagieux au moins pendant toute la période où il a des symptômes cliniques. Et ensuite, soit il peut ne plus être contagieux avec la disparition des symptômes cliniques, soit il peut continuer à être contagieux pendant une semaine environ. Alors, on a des questions aussi pour vous, Jean-François. On demande si vous savez où
où en est si les réas sont très engorgées actuellement, Ah oui, elles sont pas mal. Oui, tout à fait. Elles sont assez engorgées. J'ai regardé, c'était hier ou avant-hier. J'ai regardé, il y a une carte, donc justement sur le taux d'occupation des réas. Et il y a certaines réas qui sont occupées à plus de 100%. Notamment, c'était je crois que c'est dans les Alpes où c'était, 175% d'occupation. Et puis il y a certaines réas où c'est 105, 110. Puis il y en a beaucoup où c'est 90%. Dans le Val d'Oise, c'était plus de 90%. Oui, sachant que les réas, quand elles sont occupées, c'est pas forcément des cas Covid. Ah non, tout à fait. Mais le problème de la réa, c'est qu'il faut qu'elles accueillent tout le monde. Donc aussi bien les cas Covid que les gens qui ont d'autres pathologies. Donc, d'accord. Ce qui compte, c'est le taux d'occupation réel des réa pour pouvoir calculer la capacité d'accueil potentielle qui reste. J'ai lu également que les chiffres qu'ils donnaient concernant les réa, ils intégraient à l'intérieur aussi les soins intensifs. Donc quand ils donnent des chiffres sur les réa, est-ce qu'effectivement tiennent compte aussi? Oui, en général, ils tiennent compte des soins intensifs parce que en plus, il y a une montée en puissance où on augmente les lits de réa ou de soins intensifs, c'est-à-dire que c'est plus facile de créer des lits de soins intensifs que de créer des lits de réa. Donc c'est vrai que c'est un chiffre global qui englobe les deux. Ouais, j'ai une petite question quand même parce qu'on n'en parle pas du tout dans les médias. Nous avons des cliniques privées qui se proposent de mettre à disposition leurs locaux, leurs lits, quoi, surtout leurs lits, et le gouvernement ne le souhaite pas. Enfin, il refuse totalement. Alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je travaille dans une clinique du Val d'Oise et donc on a reçu des consignes. Enfin, le directeur de la clinique a reçu des consignes du gouvernement, donc et de l'ARS, qui demandait à ce qu'il y ait une déprogrammation de 50% des actes chirurgicaux pour justement pouvoir accueillir les patients porteurs de Covid, pour pouvoir dégager donc des lits, et tout en demandant également aux chirurgiens ou aux médecins de la clinique d'assurer la prise en charge donc des patients porteurs de Covid qui seraient hospitalisés. Donc en région parisienne, il n'y a pas eu de problème de coopération, même au cours de la première vague. En revanche, il y a le cas de Mulhouse où il y avait toutes les cliniques qui avaient fait le vide pour accueillir les patients porteurs de coronavirus, et au lieu les hôpitaux étaient complètement submergés, et au lieu de transférer dans les cliniques privées, les pauvres patients étaient transbahutés en TGV à l'autre bout de la France, ce qui pour le patient était quand même pas très agréable vu dans l'état où ils étaient, et qui en plus n'avait aucun sens puisque les cliniques à côté pouvaient accueillir ces patients sans aucun souci. Donc aujourd'hui, le lien est fait entre le privé et le public. Alors il faut voir, on peut pas parler en général, c'est-à-dire que les ARS demandent aux cliniques de faire le vide et d'accueillir les patients, et après c'est des questions de gestion locale, Après c'est les hôpitaux qui demandent ou pas aux cliniques, enfin après c'est des questions d'accords locaux, mais normalement les hôpitaux, dès qu'ils sont débordés, ils devraient transférer leurs patients donc dans les cliniques avoisinantes. Très bien, merci Jean-François, vous restez avec nous, on va revenir d'ici quelques instants. J'aimerais qu'on parle ensemble de cette opération que vous aviez lancée il y a quelques années déjà contre Marisol Touraine et les lois qui devaient s'impliquer. On va en parler dans quelques instants. On a beaucoup de questions qui arrivent évidemment sur le domaine de la Covid. Peut-être qu'on reposera 2-3 questions, mais j'aimerais aussi qu'on parle de la carte dévitalisée. Donc restez avec nous, on revient d'ici quelques instants. 21h, 23h, la nuit écoute. Pour intervenir en direct, envoyez vos coordonnées par SMS au 06 44 635 225. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.
Nous sommes en direct, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est un médecin qui est avec nous. Il est angiologue. Il s'appelle Jean-François Damour. Et nous sommes de retour avec lui. Beaucoup de questions, Jean-François. Hein. Beaucoup de gens sont mobilisés pour vous poser des questions ce soir. J'en sélectionnerai peut-être une ou deux dans quelques instants. Il y a quelques années de cela, vous avez lancé une opération, la carte dévitalisée. L'idée, c'était de dénoncer toute une série de lois de Marisol Touraine. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment d'avoir sensibilisé le grand public, parce qu'il y avait quand même des choses très graves qui étaient proposées. Est-ce que vous avez 2-3 exemples à nous donner ? Oui, tout à fait. Alors donc plus globalement, donc notre système de santé se dégrade en gros depuis 2000, puisque en 2000 l'OMS nous classait comme le premier système de soins au monde par sa qualité et son accessibilité, et le dernier classement qui a été fait donc nous plaçait au 24e rang. Donc on pourra parler tout à l'heure des mécanismes donc qui conduisent à cette dégradation, mais ce qu'on peut citer comme conséquence directe, c'est par exemple la diminution de l'accès aux soins de qualité, et surtout la diminution, enfin plutôt la perte du choix par le patient de son soignant, hein, que ce soit le médecin généraliste, spécialiste, infirmière, dentiste, et de son lieu d'hospitalisation. Il y a également le problème des génériques, hein, qui progressivement, les patients qui refusent les génériques sont de plus en plus pénalisés, et in fine, on arriverait à un système où le patient qui ne voudrait pas de générique ne serait plus remboursé du tout. Voilà, donc il y a également la violation de secret médical. Hein. Il y a une base de données informatisée qui est en cours de constitution depuis déjà plusieurs mois, qui est faite à partir des données de la carte vitale. Et une fois que cette base de données sera terminée, elle sera directement accessible aux banques, aux assurances et aux mutuelles. Donc on peut imaginer ce qui risquerait de se passer. Voilà. Donc et puis à la fin, si on laissait évoluer ce système dans ce sens, c'est-à-dire que le mécanisme, hein, c'est un désengagement de la sécurité sociale au profit des assurances privées, dont le budget était quand même de combien il était, de 35 milliards d'euros en 2016. Et donc si la Sécu continue à se désengager et que les assurances privées prennent de plus en plus d'espace, d'ici 20 à 30 ans, il n'y aura plus de sécurité sociale, ce qui veut dire disparition du principe fondateur de notre système de santé, qui est les solidarités entre les Français justement pour la santé. Et donc ça serait remplacé par une logique financière. Et la logique financière, c'est que plus on est malade et plus on paye cher, et si on n'a pas les moyens, on se fait pas soigner. Donc en gros, c'est la médecine américaine où il y a presque 40% de la population qui n'a pas accès aux soins. Dans cette loi, me semble-t-il, il y avait également une sorte d'alinéa sur l'âge des patients par rapport à leur pathologie, l'idée de se dire que quand on a un certain âge, on peut décider, la médecine déciderait. Ouais, c'est pas aussi clair. Tout à fait. Alors c'est pas aussi clair, mais en réalité, en effet, c'est tout à fait le sens. C'est-à-dire que les patients pourraient être exclus, même les patients qui seraient assurés, pourraient être exclus donc du système de soins, enfin au moins du remboursement de leurs soins pour des prétextes inacceptables, qui seraient peut-être pas notifié de façon officielle, mais en gros, ça serait l'âge avancé ou une maladie trop coûteuse à financer. Hein, par exemple, dans le système canadien, qui est un petit peu comparable au système américain, j'ai un patient qui me parlait de sa belle-sœur qui vivait donc au Canada, qui était française et qui était assurée, qui avait une bonne assurance au Canada, et elle est tombée malade. Elle a eu malheureusement pour elle le cancer du sein. Donc elle a envoyé son dossier médical en disant voilà, j'ai un cancer du sein, merci de bien vouloir me prendre en charge. Et donc l'assurance lui a répondu non, nous c'est pas possible. Donc du coup elle est revenue en France, et là elle s'est fait soigner en France, mais c'est elle
qui a financé donc ces soins, et donc ça lui est revenu quand même à 150 000 euros. 150 000 euros, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de Français qui ont 150 000 euros dans leur poche, qui attendent pour l'éventualité. Alors heureusement, là actuellement, on n'en est pas du tout là, parce que malgré la dégradation de notre système de santé, on reste le système de soins au monde qui a le meilleur accès. Donc le taux est calculé à 95%, et surtout il y a une notion qui est plus facile à appréhender, c'est que le reste à charge pour le patient est le moins cher et le moins élevé de tous les pays du monde. Oui, en parlant de reste à charge, il me semble que c'est au mois de septembre, j'ai entendu parler de la prise en charge au niveau des urgences. Grosso modo, maintenant, quand vous allez aux urgences, si n'en découle pas une hospitalisation, il y a un forfait qui s'applique, qui est de 18 euros. Et même pour les personnes qui sont en longue maladie, donc en ALD, ce forfait sera payable. Il n'y aura pas de prise en charge pour les 18 euros. J'ai en effet entendu parler de ce projet. On n'a pas eu encore toutes les précisions, donc je peux pas en parler. Il y a un problème, de façon très très claire. Il y a un problème également, c'est un problème au niveau des cliniques ou des hôpitaux qui ne toucheront qu'un forfait très peu élevé, quel que soit le nombre d'examens qui seront effectués. Ce qui veut dire que non seulement les patients seront pénalisés, mais que également les hôpitaux et les cliniques le seront également. Donc ça risque de poser de gros problèmes. Donc il faut absolument discuter de ce projet de loi, parce qu'en l'état actuel, il n'est ni viable pour les patients ni pour les établissements, qu'ils soient privés ou publics. Alors c'est dès 2021, un forfait remplacera le ticket modérateur après un passage aux urgences. Les patients des urgences ne nécessitant pas donc une hospitalisation devront s'acquitter d'un forfait d'un montant fixe, pris en charge donc par leur complémentaire santé. Ça, c'est une information supplémentaire, c'est que les mutuelles en théorie devraient prendre en charge ce forfait. Ça laisse quand même entendre, et on le sait déjà avec les problèmes de la Covid, que les mutuelles vont en profiter encore pour augmenter leurs tarifs. Voilà, tout à fait. Donc les cotisations, de toute façon, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un désengagement de la sécurité sociale pour le remboursement des soins. Notamment, moi je suis médecin vasculaire. Il y a quelques années, donc les phlébotoniques étaient remboursés. Ils ne le sont plus. Il faut savoir que les phlébotoniques, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas du tout un placebo. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et puis avec mes confrères, on constate que c'est extrêmement efficace. Alors tous les patients qui ont des varices n'ont pas forcément besoin d'un phlébotonique. C'est des gens qui ont une symptomatologie fonctionnelle importante, et les phlébotoniques, il faut pas les prendre non plus forcément en continu. Tout ça pour dire que les phlébotoniques ne sont plus remboursés. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le patient, bien sûr, il est plus remboursé. Le seul problème, c'est que le patient, il a la double peine, parce que quand les médicaments ne sont plus remboursés, le prix de vente est multiplié par deux, entre 2 et 4. Parce que tout le monde se sert au passage, donc il y a déjà le laboratoire, puisque un médicament qui est remboursé, avant qu'il soit mis sur le marché, il y a une négociation entre le gouvernement et le laboratoire pour fixer donc un prix. Ensuite, il y a les grossistes qui prennent également leurs bénéfices, à tous les niveaux. Et ensuite, il y a également le pharmacien. Et donc, à la fin, c'est le patient qui paye, qui règle la note. Donc, non seulement il est plus remboursé, mais le coût du médicament a été multiplié par entre 2 et 4. Il y avait également une chose incroyable, c'était l'interdiction à SOS Médecins d'exercer entre minuit et 8 heures le matin. Voilà, donc oui, c'était en effet pour simplifier les choses que j'avais exprimé ça de cette façon, c'est-à-dire que il y avait interdiction en effet à SOS Médecins ou à tout médecin libéral d'exercer une visite à domicile entre minuit et 8 heures du matin. Et c'est pourtant c'est le moment quand même où on fait appel à SOS Médecins. Voilà, donc à la place, le patient devrait aller en ambulance aux urgences de l'hôpital le plus proche, où il va attendre donc de nombreuses heures au risque de contracter une infection nosocomiale. Et cette solution ne ferait qu'aggraver le déficit
du système de santé, puisque entre le prix de l'ambulance et le prix du passage aux urgences, on est dans un budget de 400 €, alors que la visite de nuit actuellement, enfin à l'époque, en 2017, alors je ne sais pas s'il y a une augmentation, donc la visite de nuit d'un médecin libéral coûtait 82,50 €. Ça veut dire que d'un côté, le patient pour 82,50 €, il était pris en charge confortablement chez lui, sans bouger, sans risquer d'attraper une infection nosocomiale. Et de l'autre côté, le patient devait se rendre à l'hôpital en ambulance. Et donc, pour lui, c'est pas confortable du tout. Attendre des heures et risquer de s'infecter. Et tout ça, ça coûte beaucoup plus cher à la société. Donc, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Aberrante, ouais. Je dis à Christian qui nous envoie des SMS qu'on va l'appeler dans quelques instants. Christian, restez à côté de votre téléphone. Votre fille est dans le domaine médical. Vous nous faites part de son état de fatigue, que c'est l'hécatombe. On est passé de 16 à 30 lits, nous dit-il, dans le cadre de la Covid. Pour sortir très légèrement de ce sujet, parce qu'on a beaucoup de questions sur la Covid. C'est quoi cette histoire-là, Jean-François Damour? On n'arrive pas bien à comprendre. L'hydroxychloroquine, vous, en tant que médecin, à titre personnel, vous considérez que c'est un médicament dangereux? Alors donc c'est un médicament qui nécessite certaines précautions avant d'être pris, notamment il faut un électrocardiogramme et un avis cardiologique. Ou un avis d'un médecin traitant qui a pu faire l'électrocardiogramme et l'interpréter, mais c'est un médicament qu'on utilise, je crois, depuis 50 ans. Donc il y a des millions de personnes dans le monde qui l'ont pris, et si on respecte les conditions d'utilisation, les risques sont très faibles. Sinon, on continuerait pas à le prendre pour un certain nombre de maladies. Didier Raoult, une rockstar chez les médecins ou un vrai scientifique sérieux? Alors Didier Raoult, c'est vrai que c'est quelqu'un que la plupart des médecins comme moi ont découvert. Donc apparemment c'est une référence mondiale en virologie. Alors c'est vrai qu'il a un profil un petit peu particulier, une personnalité particulière. Donc voilà. Après, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Le gros problème des gens qui étaient pour l'hydroxychloroquine ou ceux qui étaient contre, c'est que actuellement, on a du mal à se prononcer, puisqu'il y avait des études qui prouvaient que ça ne servait à rien, et d'autres qui semblait prouver que c'était efficace, en sachant que parfois il y avait une certaine mauvaise foi dans les études, puisqu'il y avait l'étude Amplify, je crois, qui était une étude européenne, où on donnait donc l'hydroxychloroquine aux gens qui étaient atteints d'une forme grave, alors qu'on sait très bien que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet sur les formes graves. Et peut-être qu'il y a un effet en préventif ou en curatif dans les formes pas trop importante, mais il y a des centaines, voire des milliers d'études qui sont sorties. Donc là, tout ça, c'est en train d'être vu et étudié par des spécialistes. Et à l'heure actuelle, c'est difficile de trancher dans un sens ou dans l'autre. Mais de là à interdire la prescription, on a un message d'ailleurs, là, je reviens, je ne sais pas si je vais le retrouver, de Muriel, qui nous dit Muriel, mais comment peut-on, pourquoi ne pas laisser les médecins de ville, qui connaissent bien leurs patients, avoir la liberté de prescrire les molécules? Exactement, c'est la responsabilité du médecin de prescrire à son patient en âme et conscience, en fonction du bien de son patient. Donc normalement, l'État n'a pas à se substituer au médecin qui a toutes les connaissances utiles pour pouvoir juger de l'attitude la plus adaptée au cas de son patient. Enfin, pour conclure, Jean-François, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Beaucoup vous remercie. D'ailleurs, je vous inviterai à aller faire un petit tour du côté des commentaires, des remarques, parce que vous avez des auditeurs qui vous posent des questions, vous avez des auditeurs qui vous remercient pour votre clarté également dans l'ensemble de vos propos, qui vous remercient d'avoir été notre invité aujourd'hui. Frédéric Bizard, vous avez avec la carte dévitalisée fait la rencontre de Frédéric Bizard, professeur à Sciences Po, je crois. Voilà, donc oui, alors donc déjà pour reprendre l'opération carte dévitalisée, parce que je pense qu'on en a pas parlé beaucoup. Donc cette opération est née en mars
en mars donc 2017. Cette opération avait été présentée en avant-première. On avait invité avec une association de médecins, l'association des médecins vasculaires de l'Ouest parisien. On avait invité donc les présidents nationaux des grands syndicats médicaux libéraux de spécialistes français. Ils étaient tous là, sauf un qui avait eu un contretemps, et donc l'opération a été présentée, et le but c'était de savoir ce qu'ils en pensaient. Donc s'ils nous avaient dit que c'était inintéressant, on n'aurait rien fait, mais au contraire, ils ont trouvé ça très bien, et il y a 3 syndicats qui nous ont aidés donc à financer le lancement de cette opération carte dévitalisée. Et donc la réunion a eu lieu en février 2017, fin février et fin mars, donc il y a eu une première réunion publique donc où on a présenté cette opération carte dévitalisée, et le lendemain donc on a fait une conférence de presse. Voilà, donc notre but, c'est comme on le disait tout à l'heure, et notre devise, c'est de rénover ensemble notre système de santé, et pour arriver à ça, ce qu'on souhaite, c'est informer donc les Français, informer les professionnels de santé, et également informer donc les responsables politiques. Et dans ce cadre-là, on a organisé donc plusieurs réunions publiques. On a également donc il y a cette fameuse carte dévitalisée qui est une petite carte, qui est une fausse carte vitale, et au dos de cette carte, vous avez un lien pour aller soit sur le site internet, soit sur Facebook, et là vous avez des informations concernant ce dont on a parlé ce soir. Et donc Frédéric Bizard est notre économiste de la santé qui est notre référent, et qui fait d'ailleurs référence en France mais également à l'étranger, puisque il y a des pays étrangers qui viennent le consulter pour améliorer leur système de santé. Il est entre autres professeur donc à Sciences Po Paris. Il est également le conseiller officiel du Sénat pour toutes les questions d'affaires sociales et de santé. Et donc un an après nous, en début avril donc 2018, il a fondé l'Institut Santé, dont l'objectif est justement de faire des propositions aux responsables politiques pour améliorer notre système de santé, qu'il retrouve donc sa place de leader mondial. Et il a d'ailleurs présenté son projet l'année dernière, donc devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc en novembre dernier, il y a un peu moins d'un an, il a présenté également son livre où il interpelle le président Macron. Et donc le titre du livre, c'est et la réforme de la santé, c'est pour quand? Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand, hein? Voilà. Alors, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix BFM Business du livre de l'Écho 2020. Oui. Et donc Frédéric Bizard va faire des réunions. Donc si ça intéresse certaines personnes, elles pourront, à ce moment-là, il faudrait qu'elles s'adressent à vous pour que je puisse les contacter sous forme de webinar, puisqu'on peut pas faire de réunion présentielle, pour présenter justement son projet. Et c'est un projet qui se veut interactif. Donc s'il y a des personnes qui ont des propositions qui pourraient être pertinentes pour améliorer notre système de santé, elles seront prises en compte. Et en 2021, Frédéric Bizard remettra un document avec justement toutes les informations concernant les réformes qu'il propose. Et ces documents seront remis à chaque candidat à l'élection présidentielle de 2022. Merci beaucoup Jean-François Damour d'avoir été avec nous. Merci Sébastien, c'était un plaisir, et puis je suis à votre disposition si vous souhaitez d'autres interventions, ou si vous souhaitez des réponses à des questions. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent le lien qu'on affiche les liens. Alors oui, on va les mettre, on va mettre en ligne. Jean-François, vraiment, je pense que c'est bien d'aller prendre un peu de temps pour regarder les commentaires qui ont été laissés sur le fil de communication de Facebook, parce que il y a des réactions intéressantes. Je viens de mettre à l'instant donc le lien de l'Institut Santé, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, évidemment. Très bien. Un lien également pour que nos auditeurs découvrent qui vous êtes, particulièrement puisque je rappelle, le docteur Jean-François Damour qui est avec nous est en charge donc des maladies des artères, des veines et des lymphatiques également. Il effectue donc tout ce qui est sclérose de varices, etc. Votre métier, c'est angiologue. Et voilà, donc c'est même médecin vasculaire. Maintenant, c'est vrai que médecin vasculaire, c'était le nom officiel qu'on avait. Et puis depuis peu, donc
Donc depuis peu, le nom a été changé. Donc maintenant, on s'appelle médecin vasculaire, c'est-à-dire qu'on prend en charge toutes les maladies vasculaires et on fait également des explorations grâce à l'écho-Doppler que beaucoup de patients connaissent. Merci beaucoup Jean-François. Merci Jean-François. Merci Sébastien. Bonne nuit. Au plaisir. À très bientôt. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup, à très vite. 21h, 23h, la nuit écoute. Pour intervenir en direct, envoyez vos coordonnées par SMS au 06 44 635 225. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.